Alors, mesdames, messieurs, bonsoir ou bonne fin d'après-midi plutôt, et bienvenue à ce lancement du livre Dimension éthique de l'acte de juger, écrit par André Roy et Emmanuel Marceau. Je me présente, Nicolas Vermez, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public et je fais plaisir de vous accueillir au Centre justement pour ce grand événement, la publication de cet ouvrage et surtout, puis on a la chance d'avoir avec nous plusieurs distingués invités pour discuter entre nous de cet ouvrage, de sa grande pertinence et discuter avec chacune et chacun d'entre vous, justement, de son contenu. Et donc, je me permets de m'asseoir pour être à la même hauteur que mes conférenciers et de vous les présenter. D'abord, je vais commencer par les auteurs, puisque après tout, ce sont nos invités d'honneur. Donc, d'abord, Emmanuel Marceau. Emmanuel, qui est professeur associé en bioéthique à l'Université de Montréal et chercheuse au CRDP. Elle est spécialiste des rapports entre l'éthique et le droit. Elle est juriste et éthicienne et octroie des formations en éthique aux juges et aux juristes au plan national et international, en plus d'enseigner depuis plus d'une douzaine d'années à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke dans les programmes de prévention et règlement des différends. Ses autres domaines d'expertise portent sur l'éthique professionnelle, la conduite responsable en recherche, la santé publique et l'éthique de l'intelligence artificielle. Bon, merci Emmanuel d'être avec nous. Son co-auteur, André Lacroix. André est professeur titulaire au département de philosophie et d'éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke, membre du Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance et chercheur associé à l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Il s'intéresse aux dimensions sociologiques et épistémologiques des théories éthiques, de même qu'aux relations existantes entre le droit et l'éthique. Il s'intéresse aussi de près aux modes de formation en éthique, tant au niveau citoyen que professionnel, de même qu'au mode d'organisation du travail et aux enjeux éthiques qui en découlent. Et pour la petite anecdote, en cherchant la biographie à jour d'André, j'ai écrit André Lacroix, et il a été également joueur de hockey avec à grand succès, semble-t-il. Je n'étais pas au courant, mais... À mon époque, oui. C'est ça. À la droite, pour moi, d'André Lacroix, donc à votre gauche, nous avons l'honorable Marie-Josée Hogg. On discutait, est-ce que le titre honorable demeure? Et la réponse, c'est oui. Donc, Marie-Josée Hogg est présentement juge à la Cour d'appel, mais comme vous le savez probablement, elle a été récemment nommée sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada, poste qu'elle occupera officiellement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, est encore juge à la Cour d'appel où elle est depuis 2015. Avant sa nomination à la Cour, elle a pratiqué durant plusieurs années en litige commercial, plaideuse de premier plan. Ça, c'est ses collègues de la Cour d'appel qui le disent dans la lettre la remerciant pour toutes ces années. Donc, ses champs de pratique furent variés, droit des sociétés, contentieux des affaires civiles, responsabilité professionnelle, droit administratif et droit constitutionnel. La juge Hogg a aussi enseigné à titre de chargée de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'à l'École du barreau du Québec. Et finalement, le dernier, mais certainement pas le moindre, André Ouimet. Maître Ouimet est avocat à la retraite et poursuit ses... Est-on vraiment à la retraite? Quand j'ai lu ça, j'ai souffri un peu. Un peu. Donc, est avocat, officiellement à la retraite et poursuit ses activités professionnelles à titre d'expert international en matière de déontologie judiciaire. Il a notamment mis sur pied le réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire, dont il est le secrétaire général. Le réseau est aujourd'hui un partenaire institutionnel de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Maître Ouimet offre régulièrement des formations en éthique déontologie et en déontologie judiciaire et est périodiquement consulté par le Conseil de la magistrature sur ces questions. Il agit également à titre de chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Donc, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça à l'Université de Montréal si tout le monde est affilié à l'Université de Sherbrooke? En fait, on fait ça au CRDP. Le CRDP est le Centre de recherche en droit public du Québec. Et donc, c'est tout à fait légitime d'être ici plutôt qu'à l'Université de Sherbrooke. Donc, écoutez, pour ce qui est du déroulement de la soirée, c'est très simple. Moi, je vais lancer quelques questions à nos conférenciers pour briser la glace en quelque sorte, pour ensuite vous céder la parole et vous aurez ceux qui ont observé l'arrière de la salle. On pourra continuer par la suite les discussions autour d'un verre de vin et de quelques bouchées, question de bien clôturer les activités. Donc, je me tourne vers nos panélistes et je vais commencer avec nos co-auteurs, puisqu'après tout, c'est votre ouvrage que l'on célèbre aujourd'hui.
Et ma première question, en fait, est bien simple. Quelle est la genèse de cet ouvrage? Pourquoi avoir écrit ce livre? Oui, je vais essayer d'y aller. D'accord. Ben, en fait, l'idée du livre s'inscrit dans un projet de recherche plus vaste sur l'éthique et le droit pour le juge. C'est un projet de recherche que je dirige, en fait, qui se termine, qui est financé par le Fonds de recherche du Québec. Et il nous apparaissait, André qui est co-chercheur sur le projet, mais intéressant de non seulement faire ce qu'ont fait les chercheurs, c'est-à-dire publier des articles dans des revues, revues par les pairs, mais aussi d'avoir quelque chose qui serait très accessible pour les juges. Parce qu'après tout, on réfléchissait finalement au rôle du juge, la dimension éthique dans leur fonction, à la fois lorsqu'ils siègent ou lorsqu'ils ont à entendre des causes et à trancher, mais aussi parfois dans leur vie personnelle ou professionnelle où il y a des réflexions de nature éthique qui peuvent émerger, où on se dit, est-ce que je peux faire telle activité? Est-ce que je devrais finalement avoir tel propos? Bref, essayer de départager de l'acceptable de l'inacceptable. Donc, l'idée du livre, c'était vraiment de fournir un outil à la fois théorique pour distinguer des notions qui sont encore des fois confondues entre la déontologie, le droit, l'éthique. Donc, essayer de mettre un peu la table pour poser ces notions-là. Également d'aborder la question de la raison pratique, des biais cognitifs qui, on partage tous, là, qui peuvent venir altérer notre jugement. Puis ensuite, de vraiment d'aller outiller concrètement les juges pour mener des délibérations éthiques. André Ouimet et moi, on a eu la chance de former depuis quelques années des juges à la Cour du Québec et ça s'avérait pertinent d'avoir en sus de la formation, des fois un écrit, un retour qui pourrait reprendre ces notions-là. Donc, je dirais que c'est l'ensemble de ces composantes-là qui ont fait en sorte qu'on s'est dit qu'un ouvrage serait une bonne façon un peu de clore, parce qu'on est sur la fin de notre projet, mais de clore ce projet puis de laisser finalement plus au grand public. Moi, ça, c'est quand même un public ciblé, mais le fruit de notre labeur pour finalement rehausser, je dirais, la conscience, la prise de conscience que même si on pratique le droit, même si on est juge, le droit ne règle pas tout. Voilà. Moi, je dirais que la jeunesse du livre, on le voit beaucoup à Emmanuel, qui m'a convaincu d'embarquer dans le projet. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'en fait, dans les discussions, moi, Emmanuel forme les juges depuis déjà plusieurs années. Avant Emmanuel, j'ai formé les juges aussi pendant plusieurs années à la Cour du Québec. Et puis, à chaque fois qu'on rencontre des juges, mais aussi des professionnels de manière générale, quand on leur dit, l'éthique est dans tout, dans votre travail, traverse votre travail de but en blanc, on se répond par tous les professionnels de charrier pas. Une fois de temps en temps, on réfléchit l'éthique, mais ça ne traverse pas tout. Et on a eu ces discussions-là. Je ne suis pas un adepte des grilles de prise de décision. Emmanuel en est une. Là aussi, elle m'a convaincu. Elle dit, bon, écoute, il faudrait peut-être aller de ce côté-là. Alors, c'est un peu dans l'échange, je pense, dans la discussion qu'on a eue, Emmanuel et moi, qui, finalement, pour ma part, m'a dit, ben oui, je pense qu'il y a un livre à faire avec ça. Puis je pense qu'il y a un livre à aller discuter, à aller défendre d'une certaine manière. D'autant que la grille, les grilles qui paraissent à la fin sont produites par Emmanuel. Puis encore là, il y a eu des discussions à savoir jusqu'où on va dans la grille. Puis j'ai vu de nombreuses grilles de prise de décision, pour ne pas nommer Legault et compagnie. Et je trouve que là, il y a un plus, les biais cognitifs qui apparaissent dans le décor. Il y a un certain nombre d'éléments dans la grille de prise de décision. Donc, c'est peut-être cet ensemble-là de discussions que j'ai eu pour ma part avec Emmanuel. Bon, je pense que là, il y a vraiment un livre à faire puis à aller défendre, à aller discuter dans cette perspective-là. Donc, ce n'est pas une genèse linéaire pour moi dans la perspective, c'est une genèse en point de forme. Si je peux juste ajouter un petit élément, les grilles de prise de décision ou d'aide à la décision sont beaucoup faites dans le domaine de la bioéthique. Là, moi, je suis professeure associée en bioéthique. Donc, dans le domaine médical, Legault a essayé de rendre ça plus pour les professionnels, mais ça date quand même de près d'une trentaine d'années. Et l'idée, c'était vraiment de dire, puis moi, quand je réfléchissais, je dis, oui, mais le juge, là, c'est comme le médecin ou l'infirmière, ou peu importe, on a vraiment un contexte, un rapport au droit qui est très, très fort, une fonction sociale aussi qui est très importante. Donc, est-ce qu'on peut essayer de refléter ça dans une grille prise de décision? Et également, puis ça c'est quelque chose, je dois avouer que j'ai poussé un peu André, mais la plupart des grilles de prise de décision ne tiennent pas compte des émotions. C'est l'idée, on va être rationnel, puis pour être bon, on va juste prendre une décision purement rationnelle. Et là, c'était l'idée de dire, il y a de la littérature en éthique et même en neurosciences qui vont faire une place à l'émotion
comme un vecteur de rationalité aussi. Donc, est-ce qu'on peut réhabiliter ça aussi dans la délibération éthique? Sans vouloir trop étirer pour laisser la place à tout le monde. Mais il y a aussi un autre truc dans le livre qui m'apparaissait intéressant. Ça fait plusieurs années que je travaille avec Emmanuel puis qu'on discute sur les législations du droit, les rapports entre l'éthique et le droit. Et puis, je dois dire que ma propre réflexion a beaucoup évolué au fil du temps sur les rapports entre l'éthique et le droit. Je pense que la première partie du livre resitue pas mal ça aussi, de dire, ben, il y a différentes phases dans les législations du droit. C'était deux paradigmes qui s'ignoraient, après ça, qui se détestaient, mais ensuite qui se redécouvrent tranquillement. On va dire les choses comme ça. Et je pense qu'il y a intérêt à se redécouvrir et à s'auto-féconder, tout dans le respect des champs disciplinaires des uns et des autres. Mais je pense que l'éthique a beaucoup à apporter aux juges de manière générale, puis aux professionnels aussi. Vous avez déjà répondu en quelque sorte à ma deuxième question, qui était pourquoi s'intéresser à la dimension éthique de l'acte de juger. Je pense que vous aviez donné déjà des éléments de réponse, mais peut-être voulez-vous ajouter autre chose? Ouais, ben, je suivrai sur la lancée. Puis en fait, c'est un commentaire que j'ai reçu particulièrement en France, mais on m'a dit, vous nommez, vous rendez explicite ce qui est souvent implicite lorsqu'on juge. Alors ça, c'est des magistrates qui se sont exprimés comme ça. Et je pense que c'était là toute la force de dire, essayons justement de dire les choses, non pas pour rendre le juge vulnérable, dire, ben là, regardez, vous faites l'éthique aussi, vous ne faites pas juste appliquer le droit, vous n'êtes plus simplement la bouche de la loi, pour reprendre l'image de Montesquieu. Mais c'est l'idée de dire, ben non, le juge, c'est un être humain, puis c'est probablement une bonne chose, puis le droit ne dit pas tout, et il y a une construction qui doit se faire. Puis, rendons-la explicite pour éviter justement des biais, pour éviter de la partialité, pour éviter des glissements. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, nommons les choses telles qu'elles sont pour vraiment mieux faire les choses, mieux les situer. Donc, je pense que ça, c'était vraiment un élément. Puis sur le rapport, je peux dire amour-haine entre éthique et droit, parce que c'est Vincent Gautret, justement, on organisait une journée, puis il dit, on va l'appeler amour-haine, éthique et droit. Je dis, d'accord, qui est un professeur de droit ici. Mais je pense qu'effectivement, moi, j'ai une formation en droit et en éthique. Et les débats que j'entendais, les réflexions à la fac de droit, puis ensuite, quand je suis allée au département d'éthique appliquée, je dis, ben là, chacun dit comme, non, nous, c'est notre débat, puis on est très, tu sais, puis nous, on est les seuls à penser à ça. Puis finalement, surtout, mais les philosophes aussi pensent à ça. Puis c'est comme, est-ce qu'on peut mettre en dialogue et enrichir le débat, tant des philosophes et tant des juristes, dans l'entremise de ma thèse que j'ai terminée il y a une dizaine d'années, mais c'était mon objectif d'essayer de rapprocher ces deux solitudes pour finalement parce qu'on a tout à gagner, tant en droit, puis en éthique, en philosophie, de comprendre un peu mieux comment les réflexions se font, puis comment on peut s'épauler. C'est peut-être là aussi un point de jonction entre Emmanuel et moi, juriste, philosophe. Je suis à barreau, j'ai fait mon droit, et avocat pendant 15 ans après tout. Donc, le rapport amour-haine, je le vis aussi. Pourquoi je suis passé du droit à l'éthique? Puis je vois bien les terrains comment dire, qui se touchent, qui se juxtaposent. Puis je pense que c'est ça aussi dans le bouquin, de ce dialogue-là qu'on essaie de construire entre les deux disciplines. Puis je pense qu'il y a beaucoup à construire dans cette logique-là encore aujourd'hui. Merci. Je vais me tourner vers Maître Ouimet, qui est un de nos grands experts dans ce domaine, et vous avez eu l'occasion de consulter l'ouvrage. Donc, je vous mets un peu sur la sellette parce que vous êtes à côté des auteurs, mais pour vous qui êtes expert en la matière, l'importance d'un ouvrage comme celui-ci, les points, les éléments que vous trouvez particulièrement pertinents, ceux qui vous chicotent peut-être un peu s'il y en a. Donc, quelles sont vos impressions sur l'ouvrage? Merci. D'abord, félicitations. Il y a plusieurs choses à dire sur le livre, mais elles sont toutes bonnes, toutes des belles choses à dire. Alors, j'ai dit des choses désaccords. J'ai des propositions à faire. Ah bon. En fait, quand on regarde la façon dont les juges sont campés dans notre société, on reconnaît là, que tous les juges bénéficient d'une immunité. On ne peut pas poursuivre un juge. D'abord, le droit constitutionnel nous l'empêche. Et il y a une loi québécoise à l'effet que les juges, on ne peut pas les poursuivre. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que le juge n'est pas imputable. Le juge est imputable dans notre société de deux façons. Soit au niveau du droit, et au niveau du droit, ben, les tribunaux d'appel sont là pour
recadrer si un juge a pris une mauvaise décision par rapport à la règle de droit. Et il y a une autre dimension qui est le comportement du juge. Alors, l'imputabilité, elle est donc à deux niveaux, au niveau du droit, puis au niveau de son comportement. Au niveau du droit, à vous, je vais démontrer ça, il s'est écrit plein de choses. Au niveau de la dimension éthique du comportement du juge, il s'est écrit à peu près rien. Alors, ne serait-ce que par ce bouquin sur la dimension éthique de l'acte de juger, la rédaction de ce livre-là va, je l'espère, en entraîner d'autres. D'autres, par exemple, qui pourraient porter sur des cas pratiques maintenant. On est en éthique appliquée. À partir des grilles, la plupart des pays du monde ont écrit des chartes, des principes, appelons-le de toutes les façons possibles, des codes de déontologie de la magistrature, et la plupart ont écrit des choses sur la vraie vie d'un juge. La vraie vie d'un juge, comme je dis souvent, il y a des juges qui m'ont entendu dans la salle là, souvent le dire, un juge, contrairement à peu près tout le monde dans la société, il est juge 24 heures par jour. Donc, on peut reprocher le comportement à un juge pour des actes qu'il commet au prétoire, devant le tribunal, ou dans sa vie personnelle. Il y a eu plusieurs plaintes dans le passé auprès du Conseil de la magistrature et des conseils de la magistrature sur le comportement d'un juge à l'extérieur du tribunal. Donc, il y a une grande responsabilité du juge. Alors, il y a d'autres pays qui ont écrit des livres, par exemple, où on va, à partir de cas pratiques, proposer à des juges des comportements qui seraient plus éthiques. On ne peut pas imposer, on peut proposer. Alors moi, dans le livre, ce que je verrais, c'est un départ pour quelque chose d'autre, où nous, au Québec, à partir des décisions, par exemple, rendues au Québec, il y en a des milliers de décisions rendues au Québec. On a des cas pratiques, on en propose dans nos formations. Moi, ça fait 20 ans que je fais les formations auprès des juges. J'en fais encore 2 le mois prochain. On propose des situations très pratiques et à partir de ces cas pratiques-là, on va appliquer la grille de délibération éthique qui est proposée là-dedans. Alors moi, la suite des choses, je la verrai en disant, à partir des cas pratiques, proposer à des juges des comportements qui pourraient les aider dans les décisions. Parce que, à mon avis, la question éthique aujourd'hui est plus préoccupante pour un juge que la question juridique. Un juge est choisi à travers une grille de critères qu'on connaît, qui sont énumérés dans les textes. Et les juges, je le dis sans flagornerie, ils ont de grandes compétences juridiques. Est-ce qu'on évalue pour autant les compétences éthiques du juge? C'est là que le juge a le plus de risques dans sa pratique. Qui se trompe juridiquement, il va avoir des tribunaux d'appel, des tribunaux de révision. S'il se trompe dans son comportement éthique, il va subir les fautes d'un conseil de la magistrature, qui peuvent aller jusqu'à la destitution. C'est déjà arrivé. Alors moi, c'est pour ça que le livre, en résumé, je le verrais comme un point de départ pour autre chose qui est donc un avenir pour des chercheurs. Je comprends qu'il y aura un tome 2, donc, à la demande de Maître Ouimet. Aucune pression, mais je suis disponible même plage l'an prochain. Ben, justement, on a la chance d'avoir une juge avec nous, donc encore pour quelques jours. Madame la juge Hogg, qu'est-ce que vous retirez de cet ouvrage et surtout, qu'est-ce que vos collègues devraient en retirer? Moi, le grand intérêt, je trouve, à cet ouvrage-là, comme juge, là, et puis évidemment, c'est ma vision. Ça ne veut pas dire qu'elle est partagée par tous ceux qui sont juges, mais j'ai une collègue qui est dans la salle, alors elle me dira ensuite si elle est d'accord avec moi ou non. Une des choses qui, moi, m'a frappé beaucoup quand je suis devenue juge, c'est justement à quel point le droit, de plus en plus, je pense, mène pas nécessairement, ou offre pas toujours une réponse claire. Probablement que quand il y a une réponse claire, en fait, c'est que ça ne va pas devant les tribunaux parce que les dossiers se règlent d'une façon ou d'une autre. Mais même si, comme avocat, on en est conscient,
comme juge, on en prend conscience très, très, très rapidement. Et on se rend compte à quel point, finalement, il y a beaucoup de nos propres valeurs qui sont susceptibles d'influencer le jugement qu'on va être appelé à rendre, que ce soit pour interpréter une loi, que ce soit même pour appliquer du droit qui peut sembler au départ clair à une situation particulière. Finalement, c'est jamais aussi simple que ça, puis c'est difficile de faire abstraction totalement de nos valeurs. Par ailleurs, tous les juges, je pense, ou en tout cas une majorité de juges, sont bien conscients que nous ne sommes pas élus. Nous sommes nommés et en conséquence, il faut aussi être prudent avant de tout simplement importer dans nos jugements nos propres valeurs. Puis moi, je me dis souvent, ben moi, mes valeurs, je les aime, j'y crois, puis ça me semble bien correct de rendre une décision qui tient compte de mes valeurs, mais si je fais ça, il faut aussi que j'accepte qu'un collègue juge qui a des valeurs peut-être bien différentes des miennes fasse la même chose. Et c'est là où ça commence à accrocher puis qu'on se pose des questions. Et souvent, quand on fait cet exercice-là, comme juge, on a de la difficulté à mettre des mots sur ce qui nous turlupine quand on est appelé à rendre un jugement où on sent qu'il y a des questions de valeur. Moi, ça m'a amené, en fait, à entreprendre des études en éthique appliquée. C'est comme ça que j'ai connu Emmanuel et André. Et si j'avais eu un livre comme ça, peut-être que je n'aurais pas écrit une programme. Ça aurait été suffisant. Mais c'est vraiment un livre qui, je trouve, permet de mettre des mots sur un ressenti qu'on a comme juge qui parfois nous rend un peu mal à l'aise, puis de se rendre compte que c'est juste normal, qu'en fait, dans l'acte de juger, il y a un aspect inévitable là, qui relève de l'éthique, puis sans dire que ça nous donne un laissez-passer pour importer dans tous nos jugements l'ensemble de nos valeurs. Là. Je pense qu'il faut rester prudent parce qu'on reste des gens qui ne sont pas élus, puis même si on a un rôle qui est important, il faut reconnaître qu'il y a ce rôle-là des limites. Je trouve que c'est ça la grande, grande force de ce livre-là, c'est de venir mettre des mots, de permettre aux juges de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le fond, dans leur tête quand ils font face à ces situations-là, et en plus d'offrir. Moi, les grilles, je les trouve intéressantes. Je ne suis pas non plus une fan pour dire j'utiliserai ça de façon systématique, là. Mais les grilles d'aide à la décision permettent encore là peut-être de comprendre encore avec plus de mots les dilemmes auxquels on peut faire face, puis les raisons pour lesquelles on va peut-être opter pour une solution plutôt qu'une autre. Puis en étant conscient de ce qui vient influencer nos jugements, moi, je pense que ça fait aussi en sorte qu'on se met en garde beaucoup plus. Parce qu'on est capable d'identifier, d'accord, ici, ce qui vient jouer, là, c'est telle conviction que moi j'ai. Est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? Est-ce que ça vient créer de la distorsion, par exemple, dans le jugement que je m'apprête à rendre? Alors, je pense qu'ultimement, ce n'est pas dans toutes les affaires où on fait face à cette situation-là, mais c'est de plus en plus fréquent. Puis je pense qu'un livre comme ça peut permettre aux juges de prendre conscience de cette réalité-là, de se mettre en garde contre les préjugés qu'ils peuvent avoir, les biais qu'ils peuvent avoir, le simple fait que dans certains cas, c'est leurs valeurs qui interviennent. Et au bout de la ligne, j'espère faire en sorte qu'on rende des meilleurs jugements, puis qu'on ait peut-être une façon aussi d'appréhender l'acte de juger qui soit plus conscient. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le décrire, mais qu'on comprenne mieux la démarche à laquelle on se livre quand on est appelé à rendre un jugement comme ça, avec tout ce que ça implique en termes de conséquences. Des fois, ça peut faire en sorte qu'on dort moins bien. Mais c'est vraiment, je trouve, l'intérêt de ce juge-là, de ce livre-là pour les juges. Alors, je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui vont y trouver plein d'autres avantages. Il y en a qui vont peut-être trouver d'autres défauts. Mais pour les juges, c'est vraiment l'intérêt qu'ils présentent. Emmanuel, je pense que je voulais rebondir. Moi, je me sens interpellée un peu. C'est comme si j'étais une grande fan de grilles. Moi non plus, je ne suis pas une grande fan des grilles. Mais l'avantage d'avoir des grilles et d'essayer justement en amont de systématiser un peu la réflexion, puis moi aussi, sortons du domaine du droit, là, mais je forme des gens en éthique depuis plus de 15-20 ans, des professionnels de tout horizon. Et souvent, là, les gens, ben oui, on va délibérer au plan éthique, on jase, parle, tiens, c'est ça, on va faire ça parce que ça me semble bon. Oui, pourquoi? Fondé sur quoi? Avez-vous tenu compte de votre code de déontologie, des lois, des politiques institutionnelles, des valeurs en tension, des gens qui sont impactés? Et là,
Ben là, non, non. Puis, et c'est ça, je pense, l'avantage d'une grille, puis on le dit bien dans le livre, c'est pas d'appliquer ça systématiquement comme un algorithme ou comme une formule mathématique. Absolument pas. Mais c'est d'avoir des repères, une aide, une démarche un peu plus structurée. Puis selon la circonstance, des fois, je peux juste lire ma grille puis dire, oh, ça, j'ai pas pensé, c'est vrai, puis là, me donner le temps. Des fois, je vais peut-être avoir vraiment le besoin, moi-même ou un groupe, un comité, ça peut être un comité de juges qui prennent une décision. Conseil supérieur de la magistrature pourrait l'utiliser justement pour déterminer dans une cause là, qui est soumise. Mais bref, l'idée, c'est des fois, c'est d'avoir cette démarche-là, ces repères-là, plus étoffés que moins, pour soutenir, pour nourrir, pour un peu systématiser la décision. Parce qu'en éthique, c'est vrai que c'est un domaine, c'est ça, on n'est pas en mathématiques, on n'est pas en sciences pures, mais on ne fait pas non plus n'importe quoi. Donc, c'est l'idée d'avoir quand même une structure, quand même des repères qui sont validés, parce que je le souligne, c'est expliqué dans le livre, mais oui, j'ai été celle qui a fait un premier jet des grilles, mais je dois remercier toutes les personnes ici présentes qui m'ont fait des commentaires, ainsi que les juges qui m'ont, je parle facilement d'une quarantaine, cinquantaine de juges, tant au Québec qu'en France, qui ont validé, qui ont travaillé avec les grilles, qui les ont commentées afin de me permettre de mieux cibler, de mieux ramasser le tout pour avoir finalement quelque chose qui était très, très accessible dans le quotidien des juges. Mais je pense que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, ben, je pense qu'il faut préciser aussi, parce que peut-être pas tout le monde est au même diapason, là. Contrairement à tous les professionnels, la déontologie judiciaire, au sens déontologique, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code de déontologie. Là, vous allez me dire, oui, il y en a un code de déontologie de la magistrature, et la Cour d'appel nous a rappelé que ce n'est pas un code de déontologie. C'est un énoncé de valeurs. Les valeurs de la magistrature, hein, qui tournent autour de l'indépendance, de l'impartialité et de l'intégrité, les 3 I. Et ces valeurs-là énoncées ne sont pas comme un code de déontologie où on dit voici ce que vous devez faire ou voici ce que vous ne pouvez pas faire. On énonce une valeur. Et là, il appartient au juge de prendre une décision à partir de ces valeurs-là. Alors, un livre comme ça va l'aider parce qu'il n'y a pas d'autres outils. Ça n'existe pas d'autres outils. On dit chacun va décider en conscience, selon, comme Marie-Josée disait tantôt, dans son bureau, va décider, ou à la maison, parce que ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple, ma femme me disait, oui, mais ça serait quoi un exemple d'un juge qui serait dans une situation? Ben, j'ai dit, un juge reçoit une invitation. Des amis qui l'invitent à aller dans un chalet, un groupe de personnes. Toi puis moi, on ne se posera pas trop de questions. Un juge doit s'interroger. Qui va être là? Où on va? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a toutes sortes de questions éthiques qui doivent se poser pour ne pas mettre en danger son indépendance, son impartialité, son intégrité. Alors, le livre va contribuer à aider la prise de décision du juge. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, je vais mettre mon chapeau de monsieur rationaliste, là. Mais au fond, c'est pour rebondir sur ce que Emmanuel disait aussi. Je pense pour aller au-delà du ressenti. On a un ressenti, puis l'idée, c'est de rendre explicite notre ressenti sans rester dans le strict ressenti. Donc, c'est vrai que c'est une mise en ordre des émotions, c'est une mise en ordre des éléments dans une situation pour permettre de construire cette perspective-là. Puis, encore une fois, effectivement, comme Emmanuel le disait dans le bouquin, on le mentionne, c'est pas la recette à suivre. Puis, je pense que c'est peut-être pas le malaise, mais un peu on y va avec des hésitations en disant c'est une grille, mais attention, je ne suis pas un amateur de grille. Ben, non, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça structure tout le processus. C'est un peu l'idée de structurer le processus, en fait. Et c'est à ça je pense qu'on propose dans l'ouvrage. Puis dans la première partie, ben, c'est toute une réflexion sur l'imbrication entre le droit et l'éthique aussi, parce que je disais au départ, je suis plutôt un adepte, chacun dans sa cabane, puis on va gérer nos affaires correctement. Mais plus ça va, ça rejoint un peu ce que tu disais, il y a une hybridation du domaine juridique. Le droit, comme bien des disciplines, maintenant est hybridé par l'éthique, par Puis ça, je pense que ça peut aider à structurer tout ça dans la prise de décision. Bien, justement, je voulais vous amener sur le terrain de cette hybridation et on parlait au tout début, Emmanuel, dans ses propos introductifs, parlait de cette relation amour-haine entre le droit et l'éthique.
Donc, un juste équilibre, on parlait de valeurs, jusqu'à quel point on peut intégrer nos propres valeurs et les valeurs déontologiques dans un jugement. Donc, comment établir justement cet équilibre entre droit et éthique dans toujours dans le cadre d'un jugement? Thierry? Ben, je ne sais pas si tout le monde peut voir, mais d'où le choix de notre image de couverture, hein, que c'est un fil très fin et un équilibre très précaire. Parce que d'équilibrer à la fois, évidemment, comme juge, l'application, la mise en œuvre du droit, bien sûr, mais de comprendre cette dimension-là éthique, de voir, Marie-Josée le nommait, ce qui relève de mes valeurs, mais ce qui relève aussi des valeurs de la magistrature, puis des valeurs de la société. Et là, il y a vraiment une adéquation à faire, puis des réflexions à avoir. Puis André, sans nommer d'exemples concrets sur lesquels on a eu à se prononcer l'an dernier, mais on voyait bien dans la salle que les juges n'avaient pas la même perception d'un point juridique. Certains disent, ben moi, je le fais, donc moi, je ne le fais pas du tout. Puis, et là, on voit que, oups, puis là, c'est basé sur quoi? Il ne faut pas dire que c'est basé sur le droit est le même, puis on l'a dit, ce sont des experts en droit, puis je pense que ça, il n'y a personne qui remet ça en question là, dans nos discussions. Mais c'est de dire des fois, mon interprétation, mon sentiment d'injustice, je suis en train de prendre une décision, là, puis je sens que c'est injuste. Ça, la plupart des juges sont sensibles à cet aspect-là. Même s'ils vont de l'avant et l'appliquent, il y a comme un ressenti qui reste là, par la suite. Donc, c'est vraiment pour outiller et aussi pour sensibiliser à ce fragile équilibre et pour aider à prendre conscience. On a parlé, bon, dans le droit parfois qui paraît un peu pas si clair finalement qu'on pensait initialement, mais il y a aussi tout dans l'acte de juger l'appréciation des témoignages. Retenir ou non le rapport d'un expert qui vient de se prononcer dans un procès. J'ai 2, 3 rapports d'expertise, lequel je choisis. Alors là, c'est des questions, ça ne relève plus du droit ni de la procédure. C'est le jugement, sans jeu de mots, du juge qui est exercé. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut rendre ça un peu plus explicite, il faut en parler. On le sait, malheureusement, au Québec actuellement, les cours d'éthique ne sont pas obligatoires dans les facultés de droit. Il y a un cours d'éthique et de déontologie au barreau, mais qui se cantonne beaucoup au code de déontologie des avocats. Et au Québec, la particularité, c'est que tous les juges doivent exercer pendant 10 ans avant de pouvoir poser leur candidature pour être nommés. De sorte que c'est encore très, très mal compris, tant par les avocats que les juges. Donc, l'idée, c'était de vraiment, André l'a dit, mais de mieux articuler, même dans le droit, comment on voit ce qu'on a appelé des phases d'éthicisation du droit. Là, je vais vous en faire fi ce soir, je vais vous laisser découvrir dans le livre, mais ces rapprochements-là entre l'éthique et le droit qui, pour nous, font en sorte qu'on ne peut plus ignorer la dimension éthique au sein même du droit. Donc, d'où le besoin d'outiller, de former. Puis l'idée de ce livre, c'était justement d'avoir déjà une première explication, peut-être une petite formation là, sur ces éléments-là. Madame la juge, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, quand on parle de cet équilibre-là, justement, ce qui est intéressant aussi quand moi je regarde mon quotidien comme juge, on est de plus en plus conviés, les juges aussi, à faire preuve d'un certain jugement éthique. On a juste à penser à la réforme du Code de procédure civile qui a amené des notions comme l'abus. Qu'est-ce qui est abusif, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il n'y a pas une définition qui nous permet de déterminer si c'est abusif ou non. Alors, pour moi, c'est un bon exemple de l'éthicisation du droit, en ce sens que ça devient une question, c'est un jugement de valeur qui doit être porté par les juges. Et maintenant, puis Guylaine pourrait en parler encore plus parce qu'elle est à la Cour supérieure, mais c'est constant, il y a tellement de gestion qui doit être faite par les juges qu'ils sont continuellement appelés à porter des jugements de valeur de ce genre-là. Et c'est là où, effectivement, il y a un équilibre qui est difficile parce que c'est aussi de faire la distinction entre les valeurs personnelles et, comme Emmanuel le disait, les valeurs de la société. Quelles sont les valeurs qu'on doit s'assurer de protéger et qui doivent être transposées dans les jugements qu'on rend? Ce n'est pas toujours facile. Alors, encore là, le livre permet d'essayer de trouver un peu mieux cet équilibre-là, je pense, mais qui n'est pas facile.